L'on va célébrer ce 10 mai 2011 le 30e anniversaire de la victoire de François Mitterrand, le 10 mai 1981, aux élections présidentielles. Il se déchaîne ainsi tout un vent de mitterrandolâtrie. Les uns et les autres se réfèrent à cette époque comme un temps heureux où la gauche gagnait. Eh bien, je crois qu'il est très important, essentiel aujourd'hui, en vue de l'élection présidentielle de 2012, de dire la vérité sur cette époque. Le bal de la Bastille, organisé par messieurs Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, et annoncé par les Inrecuptibles, aura lieu. Mais il faut voir derrière cette époque et toute cette sentimentalité qui s'exprime, la vérité. Et plus que jamais, en ce moment tragique de l'histoire, il faut avoir un critère de vérité. Dans Marianne, le numéro de Marianne du 30 avril, la nostalgie Mitterrand, ça suffit, nous dit Nicolas Domnac. Et de citer l'un des principaux, dit-il, dirigeants socialistes aujourd'hui, qui nous dit, et je lis, « Mitterrand est responsable de la désillusion d'une génération, la mienne. Il nous a démoralisés comme on dévitalise. J'ai suffisamment d'ennemis comme cela au parti pour ne pas raviver les fatwas et ne pas en parler publiquement. Je préfère en parler off, nous dit-il. » Et il dénonce le jeu de torf pour faire monter le Front National, le mépris pour les classes populaires et leurs revendications, l'abandon de toute exigence de réforme scolaire, le laisser-faire face au libéralisme triomphant et les complaisances devant les puissances d'argent, sans parler des avantages et privilèges accordés aux amis. Avec circonstances terribles, terriblement aggravantes, les liens du chef de la gauche d'alors avec René Bousquet, l'ancien secrétaire général à la police de Vichy et organisateur de la rafle du Veldiv. L'essentiel de cette époque se trouve exprimé dans une conversation qu'eurent François et Daniel Mitterrand. Daniel Mitterrand demandait à François, « Puisque tu as le pouvoir, pourquoi tu t'en sers pas pour changer le pays ?» À quoi François Mitterrand répondit, « Je n'ai pas le pouvoir, la France, comme le reste du monde, est assujettie à une dictature financière qui gère tout. » Et évidemment, François Mitterrand, devant cette dictature financière, a baissé les bras et s'est soumis. Et c'est pour cela que nous devons aujourd'hui dénoncer sa politique et dénoncer ceux qui se réfèrent à sa politique. Il y a un élément principal à retenir, c'est le fameux tournant de la rigueur de 1983-1984. Ce tournant de la rigueur, le tournant libéral du socialisme, c'est l'abandon de la priorité industrielle de la France, c'est la soumission à la priorité financière. Et il s'exprime en particulier par une loi que Jacques Delors a écrite, la loi 84-46 du 24 janvier 1984, qui abroge la loi du 2 décembre 1945. Et cette loi du 2 décembre 1945 séparait les banques d'affaires d'une part, des banques de dépôt et des banques de crédit à moyen et long terme. Ce fut ce qui entraîna la soumission de la France au système financier international qui se mettait alors en place. Jacques Delors lui-même l'a dit à l'époque en disant « Voilà, il faut s'adapter, je le cite, à l'environnement international et créer une saine concurrence entravée par la séparation des métiers de banque. » Eh bien, c'est cette séparation des métiers de banque qui empêchait les banques d'affaires de prendre le contrôle, en devenant banque universelle, des dépôts et du crédit. Et alors, cette banque universelle devenait la banque spéculative qu'on a pu voir à travers toute l'histoire récente. On l'a vu aux États-Unis avec l'abrogation de la loi Glass-Steagall de Roosevelt en 1999. Alors, nous avons là
quelque chose qui se met en place à cette époque-là, qui est la soumission de la France avec un gouvernement de gauche. Un gouvernement de droite, gaulliste, n'aurait peut-être pas pu le faire, mais un gouvernement de gauche le fait, la soumission de la France à ses intérêts financiers internationaux. Alors on assiste en même temps, évidemment, au fameux programme organisé par Libération, avec Yves Montand à la télévision en 1984, Vive la crise. Et c'est à ce moment-là que se manifeste la politique de désinflation compétitive, comme on a dit, et que Yves Montand tourne complètement kazakh et se rallie à ses milieux financiers. Ça a été une grande opération de propagande. C'est cela que personnellement nous contestons et pourquoi nous réclamons un retour à la séparation des métiers de banque pour que les banques d'affaires ne dirigent plus la politique de la France. C'est un Glass-Steagall à la française ou plutôt un retour à la loi du 2 décembre 1945. C'est ce que défendait aussi quelqu'un comme Maurice Allais et c'est ce que défendent un certain nombre de gens qui se réfèrent à lui. Alors, il y a encore autre chose. Certes, au début du septennat de François Mitterrand, il y a eu la suppression de la peine de mort. Il y a eu également la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Il y a eu l'abrogation de la loi de Vichy qui réprimait l'homosexualité, la loi homophobe. Il y a eu les lois Auroux. Mais tout cela, c'est Robert Badinter. Tout cela, c'est Michel Rocard. C'est cette tradition-là. Auroux était un rocardien à l'époque. Ce n'est pas François Mitterrand. Et ce que fait François Mitterrand par la suite, c'est obéir en quelque sorte aux conditions dans lesquelles il avait été élu. Car, maintenant on le sait, en 1981, Pierre Jox vient de le révéler dans un livre récent, il vient de nous dire que avec Charles Pasqua, on avait négocié la mise à disposition du fichier du RPR au profit de François Mitterrand, et que Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing en faisait quelque chose, avait fait voter François Mitterrand au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que voilà François Mitterrand qui est l'élu, pratiquement, de ces milieux de Jacques Chirac. Or, ces milieux autour de Jacques Chirac, à partir de 1976, et surtout de 1980, sont sous l'emprise de quelqu'un qui s'appelle Édouard Balladur. Et cet Édouard Balladur vise à abolir le programme du Conseil national de la résistance de 1944, et il vise à soumettre la France aux intérêts financiers internationaux. Alors voilà que, par l'entremise de Charles Pasqua, avec un Chirac-Balladur au pouvoir au RPR, on permet à François Mitterrand de se faire élire président de la République. Et François Mitterrand renvoie l'ascenseur en 1983-1984, avec le tournant de la désindustrialisation et de la rigueur. Il faut rappeler en passant les accointances entre François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen. On dit que en 1984, toujours 1984, le 13 février 1984, Jean-Marie Le Pen a pu paraître à la télévision française à une heure de grande écoute grâce à l'entremise de François Mitterrand. C'est un fait prouvé. Il devait paraître d'ailleurs le 6 février 84, pour le 50e anniversaire du 6 février 34, et puis devant les protestations, ça n'a pas été fait, ça a été le 13 février 1984. On a vu Jean-Marie Le Pen aidé par François Mitterrand à ce moment-là. Il y a plus. C'est qu'en 1965, lorsque François Mitterrand s'est présenté contre le général de Gaulle à l'élection présidentielle, François Mitterrand, au second tour, a bénéficié du désistement de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui avait eu à peu près 5% des voix au premier tour et représentait l'extrême droite et l'OAS. Bien, le directeur de campagne, celui qui animait la campagne de Tixier-Vignancourt, c'était Jean-Marie Le Pen. Donc les accointances entre François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen sont absolument historiques. Voilà cet homme que célèbrent tous les gens aujourd'hui qui, au Parti socialiste, portent le chapeau, ou littéralement portent le chapeau. Alors, il faut encore ajouter autre chose pour finir. C'est que lors de la cohabitation entre Jacques Chirac et François Mitterrand, entre 1986 et 1988, c'est là que ce que la gauche ne pouvait pas continuer à faire, la droite le fait avec Jacques Chirac et Édouard Balladur.
et c'est toute la politique d'Édouard Balladur, des noyaux durs, de la privatisation en faveur de ses amis et de la classe dirigeante. Et c'est là que se consacre le lien entre la classe dirigeante française et la classe dirigeante de Wall Street et de la City. C'est le mariage de déraison. Alors, on voit dans l'histoire cette tendance qui s'est inscrite de destruction de ce que pouvait avoir de meilleur le gaullisme, de destruction de ce que pouvait avoir de meilleur le socialisme, y compris au sein du Parti communiste, et on en arrive à toutes les politiques de compromission des années 83, 84, 85. Et on en arrive à partir de là aujourd'hui. Et c'est sur cela qu'en abrogeant la loi Delors, qu'en revenant à la séparation entre banque de crédit, banque de dépôt et banque d'affaires, qu'on doit revenir sur cette époque. Et on pourrait ajouter que c'est avec Pierre Bérégovoy, en insistant très fort auprès de Pierre Bérégovoy, que François Mitterrand avait fait libérer les flux de capitaux à l'intérieur de l'Europe, sans que Michel Rocard en ait eu connaissance, ou plutôt, il en a eu connaissance seulement au journal officiel un peu plus tard. Et il était Premier ministre. Donc on peut voir aujourd'hui que toute cette époque nous retombe dessus dans la crise très grave que nous vivons. Et il faut dire une chose, ces marchés financiers, la façon dont ils s'imposent, ce n'est pas comme la pluie qui va tomber, ce n'est pas comme l'orage qui vient, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qu'on peut combattre. Mais on doit le combattre avec un grand projet. On doit le combattre en servant l'esprit créateur de l'homme et pas les marchés financiers. Et alors oui, il y a cette politique d'équipement de l'homme et de la nature qu'il faut poursuivre comme grand projet, mais ce n'est pas le repli national. Ce n'est pas une politique, contrairement à ce qu'on nous fait croire, d'alternative entre un féodalisme financier européen et mondial, d'une part, et une sorte de national-monétarisme de l'autre, puisque Marine Le Pen veut laisser la Banque de France comme une institution privée. Donc, ce n'est pas ce choix-là. Il y a un autre choix, qui est le choix d'une véritable politique de développement mutuel à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Et c'est pour cela que nous devons combattre en renonçant à tout culte de ce François Mitterrand qui, objectivement, a servi les intérêts de ce que nous pouvons appeler l'Empire britannique, a servi les intérêts de la City, de Wall Street, avec des couleurs roses. Et c'est de cela dont nous devons absolument sortir.